Eh bien, merci. Je suis très content d'être là. Effectivement, ça fait à peu près un an que j'avais fait la première vidéo. Et voilà, j'ai voulu, pour cette intervention, approcher deux sujets. La première partie sera... Enfin, il y aura trois parties. Une introduction, qui est la question de la psychologie dans le trading. La deuxième, un espèce de retour d'expérience sur les accompagnements de traders que j'ai pu faire au cours de cette année, bien sûr tout en respectant l'anonymat de chacun, mais de tous ces accompagnements et de tout ce que j'ai pu lire sur les difficultés que rencontrent les traders, j'ai essayé d'en tirer un filigrane, d'en tirer un fil continu, un fil directeur des grandes étapes psychologiques que rencontrent les traders lorsqu'ils tradent sur les prop firms. Alors, en troisième partie, bien sûr, il y aura l'addiction sur laquelle je vais faire quelques points communs avec d'autres types d'addictions pour qu'on voit dans quelle mesure le trading peut être une addiction et dans quelle mesure il ne l'est pas. Alors, mon introduction, évidemment, voilà, la psychologie n'existe pas. C'est un titre un peu provocateur, c'est fait bien évidemment exprès. C'est pour mettre en avant le narratif que l'on voit énormément, que l'on lit énormément, que l'on écoute énormément sur les vidéos que j'ai pu écouter. J'en ai écouté pas mal, un petit peu sur la psychologie du trading. Et je dois avouer que j'ai été un peu, alors alarmé, c'est pas le bon mot, mais j'ai trouvé qu'il y a des choses à dire, et notamment des choses à ne pas dire. Au risque de me répéter, alors on n'est pas tous égaux dans nos capacités, et encore moins dans nos manquements, nos carences. Nous n'apprenons pas tous au même rythme, on ne fait pas tous face aux émotions qui nous envahissent de la même façon, ni avec la même force. Nous n'avons pas tous les mêmes moyens pour financer nos formations ou payer nos évaluations. Donc je me suis longtemps demandé pourquoi dans le milieu du trading, cette question du psychisme divisait autant la communauté. On peut interpréter les positions des traders vis-à-vis de la psychologie de plusieurs manières. Quand on entend que la psychologie n'existe pas, que ce n'est pas important, et que finalement tout ce qui compte c'est la détermination, couper ses pertes et suivre le plan, ça peut être interprété comme une attitude défensive, qui vise à nier la réalité d'une situation. Et ce que je trouve vraiment fondamental de dire, c'est qu'on ne nie ou ne se défend pas de quelque chose dont on n'a rien à craindre. Si vous êtes un trader et que la simple idée que vos pensées puissent influencer votre trading vous dérange, eh ben c'est très probablement qu'il y a là un sujet pour vous. Dans le cas contraire, vous y serez indifférent, et tant mieux pour vous. Vous pourrez trader avec davantage de sérénité que les autres, et c'est tant mieux. Il y a donc tout un discours, tout un poncif, un narratif, comme quoi on n'est pas des êtres pensants, on est uniquement un amas de substances. Et de la part de ces négationnismes de la psyché, de l'inconscient, j'ai entendu dire donc qu'on était uniquement biologique. Qu'on était simplement plein de substances chimiques et qu'il suffit de remettre à niveau, de remettre ces substances à niveau pour faire taire ses émotions et exceller dans le trading. Un peu comme on fait un niveau de liquide de refroidissement de la Clio pour éviter qu'elle surchauffe, quoi. Alors je caricature à peine, et pour peu j'en rirais si c'était pas ce qu'on entend souvent dans des vidéos visionnées des dizaines de milliers de fois. Preuve en est qu'avec quelques mots savants et 2 images bien choisies, on peut faire avaler n'importe quoi à presque n'importe qui. Je pense que de ce côté-là, l'intelligence artificielle a de beaux jours devant elle. Donc s'il vous plaît, je m'adresse à tous les traders qui nous écoutent, ne soyez pas de ceux-là. Ne vous laissez pas abuser par ces promesses de régler vos difficultés psychologiques, comme on accorde une guitare ou comme on règle un carburateur, avec des vidéos, voilà, de 15 minutes. Alors, j'ai bien conscience que régler un carburateur, c'est un peu une rêve de vieux. Alors, il y en a peut-être que certains qui qui sont de ma génération et qui comprendront ce que je veux dire pour régler un carburateur. C'est pour ça que j'ai préféré parler de la guitare aussi. Donc pas la peine de vous jeter sur votre barre de recherche pour chercher ces vidéos.
je vais vous spoiler les secrets des dieux. Pour performer en trading, il faut s'alimenter sainement, avoir un bon sommeil, faire du sport et éviter les réseaux sociaux. Je sais, c'est pas une découverte, mais c'est ce que j'ai entendu. C'est-à-dire que derrière ces discours très, pseudo-scientifiques, parce que attention, hein, la neuroscience, c'est quelque chose de sérieux, eh bien, ce qu'on vous apporte comme solution, c'est, de bien manger, de bien dormir, de faire du sport et d'éviter les réseaux sociaux. C'est quand même un peu léger, je vous laisse apprécier le niveau du conseil, comme si, on n'y avait pas pensé avant. Alors, c'est pas des conseils idiots, ils font aussi partie des conseils que je peux donner aux traders que j'accompagne, mais pour autant, ils nous apprennent rien qu'on ne sache déjà. C'est un peu un disclaimer, on pourrait presque dire c'est un peu un coup de gueule de ma part, non pas parce que, ces gens, amènent une vision de l'esprit qui est différente de la mienne, mais parce que, là où c'est pernicieux, c'est que ça vous vend du rêve. C'est en général ces vidéos, elles sont associées à d'autres vidéos de comptes que je ne nommerai pas. Ce sont ces mêmes dealers d'opium qui vous vendent des formations à prix d'or et qui vous censés vous permettre d'accéder enfin à la vie dont vous rêvez. Ces formations qui vont vous permettre de devenir en quelque temps des traders riches et qui vont vous permettre d'accéder à la liberté financière. La dite liberté financière, nous y reviendrons aussi un peu plus loin. Mais ça, je me suis un peu égaré. Revenons un peu à notre clivage sur la psychologie du trading. Comme je viens de le souligner, être dans le déni du psychisme, c'est un signe un peu défensif pour se convaincre qu'on a tout le temps le contrôle sur notre fonctionnement psychique. Les traders ayant ce mode de fonctionnement se protègent en réalité. Car accepter que peut-être chez eux, il y a quelque chose à creuser du côté de l'inconscient, eh bien, ça impliquerait de mettre à jour des problématiques plus profondes qu'ils ne sont pas encore prêts à affronter. En trading, ces traders, je peux le dire comme ça, ces traders ont tendance beaucoup à s'épuiser. Ils s'acharnent souvent dans des voies sans issue, s'accrochant fermement à des certitudes qui les empêchent de regarder d'où vient le problème et il vient souvent d'eux et pas forcément de leur technique. C'est un mode de fonctionnement courant qu'on observe pas seulement chez les traders d'ailleurs. Ce sont ces personnes que je ne vois jamais dans ma consultation, mais dont j'entends si souvent parler à travers la bouche de leurs proches, qui eux se sentent prêts à affronter leurs problématiques. Ce n'est pas un jugement que j'ai vis-à-vis de ces traders. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a à son rythme. Alors, au regard de ce que je viens de vous dire, vous pourrez m'objecter que tous les traders ne sont pas perturbés par leurs émotions, leurs pensées, et pour cela, le trading fonctionne plutôt bien. Ils sont par leur personnalité, leur développement psychique, leur histoire, davantage pourvus et armés pour faire face à la menace des pertes des gains et de la frustration qui en découle. Alors on peut dire que d'un côté, il y a ceux qui ne veulent rien savoir de ce qui les affecte de leur peur, qui ne veulent pas découvrir les problématiques plus profondes qui pourraient vraiment qui pourraient les faire basculer psychiquement. C'est un mécanisme de défense, j'insiste. Et de l'autre, on a ceux qui n'ont pas à se préoccuper, ou très peu, de leurs variations émotionnelles. Mais ces deux types de personnes sont en général des minorités au sein des traders. Parce qu'au milieu, il y a la grande majorité des traders qui se demandent sans cesse comment dealer avec eux-mêmes pour arriver à trader en dehors de la tempête. Il n'en reste pas moins bon que être dans une opposition catégorique des points de vue ne changera rien et n'apportera rien de bon. Il ne s'agit pas de savoir si la psyché a sa part dans les échecs de 90% des traders rentables, mais plutôt de se rendre compte que la solution se trouve davantage du côté des traders gagnants. Dans un trading serein, la réalité, qui est amenée par tous ceux qui performent, c'est que les émotions sont à bannir. Il s'agit d'appliquer le plan, rien que le plan, comme une machine. Mais voilà, nous ne sommes pas des machines, et
mais la tentation est grande de vouloir le devenir ou de penser qu'on peut l'être. Alors, il y a un neuroscientifique dont le nom m'échappe, là, je l'avais en tête tout à l'heure, mais ça m'échappe, ça va me revenir, qui a mis en évidence le fait que dans le cerveau humain, une réponse simple est toujours priorisée par rapport à une réponse complexe. Parce que ça permet à l'être humain un traitement plus fluide et plus rapide des informations. Il apparaît donc normal qu'une partie de la population des traders préfère se dire qu'il suffit de régler son niveau de dopamine pour devenir des traders gagnants, plutôt que de se dire que c'est un peu plus compliqué que ça, parce que cette perspective est loin d'être fausse. Il y a bien des histoires de dopamine, de neuroadrénaline, de GABA, d'acétylcholine, de tout, voilà. Je ne vais pas vous faire la liste de tous les neurotransmetteurs, mais ce n'est pas, si on peut agir sur eux, ça ne reste pas moins des raisons qui vous sont personnelles pour lesquelles vous vous laissez envahir par vos émotions. Il ne s'agit pas simplement que de substances. Donc c'est une vision un peu trop simple et un peu trop rapide que de se dire on est des machines. Alors, on veut trader comme des machines. Moi, le premier, j'aimerais bien ne pas être pris par mes émotions lorsque je trade. Alors, je le suis peut-être un peu moins dans une certaine mesure ou un peu différemment de par mon travail. J'ai d'autres points aveugles ou points faibles dans d'autres domaines, peut-être pas celui-là. Néanmoins, je suis quand même, comme tout le monde, soumis aux émotions. Et le simple fait de se dire que on n'est pas des êtres pensants, mais des êtres biologiques, c'est une façon de se dire oui, je peux devenir une machine. Alors que les traders qui réussissent ne sont pas des machines, mais ils ont une gestion des émotions qui est différente de la nôtre. Ils sont donc moins exposés que la plupart d'entre nous. Alors, je ne dis pas tous, parce qu'il y en a qui performent aussi, qui ont été des traders un peu soumis à leurs émotions, mais ça on va le voir dans la deuxième partie, qui ont évolué et qui ont appris à se connaître et qui ont appris à gérer leurs émotions et à comprendre comment ils fonctionnent au fur et à mesure de leur parcours de trader. On arrive, ça c'était l'introduction, on arrive aux accompagnements. Alors j'ai eu la chance cette année, enfin l'année dernière et cette année, d'accompagner quelques traders, tradeuses qui m'ont contacté pour essayer d'avancer à des moments différents de leur parcours de trader, parce qu'ils étaient trop pris, trop mis à mal par leurs émotions, par les difficultés qu'ils avaient à avancer à certains moments. Alors, il y a trois grandes étapes dans le trading en prod firm. Bon, ce ne sera pas un secret, je ne vais pas vous révéler quelque chose d'incroyable. La première, c'est les évaluations. Le deuxième, c'est la gestion des comptes financiers. Et la troisième, c'est la rentabilité. Alors, dans les évaluations, le passage des évaluations, il faut imaginer que ces trois grandes étapes, c'est le parcours, c'est-à-dire le début, le milieu, et pas la fin. Quand on est rentable, c'est pas la fin, c'est encore un autre départ. Mais on a une expérience plus importante. Donc quand on passe les évaluations, quel que soit alors je ne parle pas des traders qui ont déjà un gros background de trading en compte propre, qui arrive, je parle du trader le trader débutant qui arrive, qui s'est essayé un peu au trading et puis qui rentre dans les prop firms, parce qu'il y en a beaucoup, et qui se découvre un peu dans le trading. Là, bien sûr, c'est la gestion des émotions qui est au prime abord, qui est la raison principale pour laquelle ils ont du mal. Là, ils découvrent qu'ils sont impatients, ils découvrent qu'ils ne respectent pas leurs règles, ils découvrent aussi la spécificité technique de trader sur des prop firms. Lorsque vous tradez en compte propre, vous avez votre compte, vous le gérez comme vous voulez, vous n'avez pas de drawdown, vous n'avez pas d'objectifs, enfin vous donnez vous-même des objectifs, mais c'est complètement différent que le trader sur une prop firm. C'est là où j'ai pu constater que la gestion des émotions était le plus difficile. D'abord parce que certains d'entre eux ne s'attendaient pas à ce
à être pris autant par les difficultés qui sont liées à la perte. Dans ces difficultés qui sont liées à la perte, il faut le dire, et je le dis en toute transparence, il y a beaucoup de traders qui ne respectent pas leur money management, qui ne respectent pas leur setup. Il faut savoir que moi, je ne demande jamais le setup, je n'ai pas besoin de connaître leur setup. Je veux juste savoir si les conditions d'entrée ou de sortie sont respectées. Et la plupart du temps, en tout cas au début, c'est là où je remarque qu'il y a le plus de transgressions de règles. Les erreurs qui sont faites quand on arrive au PA ou quand on arrive à la rentabilité sont sensiblement différentes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas encore de franchissement des règles ou de non-respect des règles, mais ce sont des problématiques différentes. Donc, souvent, avec les traders débutants, ils sont dans le franchissement des règles parce que les règles ne sont pas claires. Le money management n'est pas clair et ils n'ont, pour certains, aucune règle de trading. Les règles de trading, c'est pas le money management. Les règles de trading, c'est pas le setup. Les règles de trading, c'est les règles que l'on s'applique, auxquelles on s'astreint pour être dans les bonnes conditions. Elles sont variables pour chacun. Mais beaucoup d'entre eux n'ont pas de règles. Ils arrivent avec juste la notion qu'il faut avoir un setup, un money management. Donc, établir des règles est fondamental. Et c'est d'ailleurs ce qui est le plus souvent transgressé. C'est-à-dire que s'ils ont dit moi je trade de telle heure à telle heure, vous pouvez être sûr que là où il va y avoir des erreurs, c'est lorsqu'ils sortent de ces règles-là. Alors après, les raisons pour lesquelles ils ont établi ces horaires sont parfois spécifiques à leur setup, ce qui voudrait dire que c'est aussi un franchissement du setup, mais là, dans la plupart du temps, ce sont plutôt des règles de trading qui sont franchies. Ces règles, elles ont à voir aussi avec la gestion de la vie quotidienne, c'est-à-dire qu'on n'est pas toujours, on s'établit parfois des règles qui sont parfois trop serrées, trop carrées, trop dures et on ne peut pas respecter. Donc c'est bien d'avoir aussi, mais ça c'est avec le temps, au fur et à mesure que ces règles s'établissent, qu'on arrive à établir des règles qui sont correctes. Si je dis n'importe quoi, mais si vous faites les 3-8, vous bossez en 3-8, vous ne pouvez pas avoir d'heures de travail, vous ne pouvez pas avoir des heures régulières. Ça tombe sous le sens, mais entre ce que vous voulez faire pour vous-même et ce que vous faites, et ce à quoi vous voulez vous astreindre, il y a toujours une énorme différence. Donc je dis aux traders débutants, la première chose à faire, c'est d'établir des règles qui sont proches de ce que vous pouvez respecter et d'essayer de les affiner, qu'elles soient de plus en plus précises et strictes au fur et à mesure du temps. La deuxième chose, alors moi je ne suis pas trop sur les forums ou les salons techniques, c'est là qui est vraiment un problème technique, c'est le respect du money management. Il est aussi très fréquemment, deuxième position, c'est ce qui est le plus souvent franchi par les traders. Alors souvent, c'est quand on est bien sûr, quand on est en over trading, où là, on casse un peu les daily wins, les daily loss, où là, c'est absolument plus respecté, mais aussi dans la question de la gestion de taille de position. Alors évidemment, ça ne surprendra personne, mais c'est important de le dire qu'au début, je trouve que c'est ce qui est le moins respecté, parce que c'est aussi, ça fait partie aussi du trajet du trader que d'arriver à trouver son propre trading. Le setup évolue en permanence et au début, il n'est pas toujours très, très clair, ce setup. Il n'est pas carré. J'en profite pour mettre une mention spéciale sur le backtest. Alors là, je n'ai pas du tout de possibilité de le vérifier, mais j'ai souvent des doutes sur la véracité des backtests qui sont faits. Alors non pas que pourquoi je vous dis ça, c'est tout à fait de la spéculation de ma part, mais j'ai essayé de chercher un petit peu comment on pouvait backtester, et je m'aperçois que c'est pas aussi simple que ça, et qu'il est très facile d'avoir des biais psychologiques quand on fait ses propres backtests, sauf évidemment quand on met un algo et que là c'est l'ordinateur qui fait tout lui-même. À ce moment-là, on peut voir effectivement ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Néanmoins, beaucoup de traders débutants ne maîtrisent pas vraiment ces outils. Moi-même, je ne les maîtrise pas, même si je ne me considère pas comme un trader expérimenté. Donc la question du backtest, c'est une vraie question. Et c'est très important d'en parler là, parce que quand ils arrivent pour me dire
je suis en charge avec mes émotions, j'ai des problèmes psychologiques à gérer, la question des pertes, et qu'on essaye de regarder dans le détail ce qui se passe, et bien, il y a toute une partie technique qui n'est pas respectée. Donc, c'est important et moi, je peux rien faire pour eux. Chacun a son money management, a son setup et doit veiller à ce que ce soit absolument carré. Et ça aussi, c'est un trajet. Ça prend du temps. Ça prend du temps d'arriver à affiner son setup. Ça, c'est le démarrage pour les premiers passages d'évaluation. Maintenant, je voudrais parler de la première validation de l'évaluation. C'est souvent un objectif, mais ça n'est qu'une marche, et ça n'est même que la première marche d'un très long escalier. Il y a là aussi une spécificité du trading en prop firm, qui est que le passage d'évaluation est lié à certaines règles. Avec le temps, on se rend compte que le passage de ces évaluations se fait parfois même sans le respect de ses propres règles, et que parfois ça fonctionne. Hélas, ça fonctionne. Je dis pas ça ni pour charger les traders, ni pour charger les prop firms, certaines en tout cas, parce que tout le monde ne fonctionne pas comme ça, mais c'est dans le mode de fonctionnement inhérent au passage d'évaluation que se situe le problème. Lorsqu'on vous donne la possibilité, on vous dit qu'il faut être un trader constant, faire des gains constants, et qu'à côté, on vous propose de passer une éval dans la journée, donc pour un compte à 25K, on vous demande de faire 2000 ou 2500 € de gains, bah là, pour respecter son money management, ça ne fonctionne plus. Donc, il y a dans ce passage d'évaluation un énorme leurre quant à la capacité d'arriver à trader par la suite. En fait, on s'entraîne à passer les évaluations. On se formate pour passer les évaluations. Et ça, c'est dû au mode de fonctionnement des prop firms qui donnent un certain format sur les évals et qui après, sur les PA, disent « Ah, mais non, mais ça ne fonctionne pas comme ça. Maintenant, il y a la constance. Bon, vous avez compris, il y a la règle de constance qui fait qu'on ne peut plus fonctionner de la même façon. » Donc, ce qui n'est pas autorisé, ce qui n'est pas recommandé, mais qui est finalement toléré dans le passage de certaines évaluations, de certaines prop firms, pas de toutes, hein, j'insiste, eh bien, ne fonctionne plus après par la suite. Et on se retrouve avec beaucoup de problèmes dans le passage, dans le trade des PA. Et finalement, dans les quelques-uns que j'ai eu, quelques traders que j'ai eu qui étaient en début de démarrage de gestion des évaluations, il y a eu un petit démarrage et puis il y a eu un long période dans lequel j'ai l'impression que ça fonctionnait mieux, et puis quand on arrive au PA, là d'un seul coup, ça devient difficile, ça devient compliqué. Alors, je vais parler des PA après, je vais continuer sur l'histoire des évaluations et des passages des évaluations. Donc il y a cette première validation qui est quand même une satisfaction en soi, puisqu'on a quand même réussi à remplir le contrat. Et puis il y a les suivantes. Et quand on arrive à... j'ai pas du tout... Voilà. Quand on a passé cette première marche et que ça s'est fait malheureusement sur un trading un peu gamble dans lequel on a réussi en une journée à faire la totalité des gains qui est demandé, et ben en fait, on a un faux message cognitif, c'est-à-dire qu'on vous renvoie un beau diplôme en vous disant vous avez réussi, c'est super, vous avez un compte financé, sauf que vous savez intérieurement que la façon dont vous avez passé cette évaluation n'est pas bonne. Donc quand vous allez passer le PA, quand vous allez trader sur le PA, ça va être très difficile. Le fait est que les PA, une fois que vous avez payé, alors je sais pas, je connais pas tous les fonctionnements de prop firm, mais pour certaines, vous payez vos datas, et puis après vous êtes tranquille, vous n'avez plus rien à payer, que les évaluations, vous payez tous les mois. Donc ça pousse aussi
à trader un petit peu dans l'urgence, enfin dans l'urgence, en tout cas d'essayer de le faire le plus vite possible. Donc ça n'aide pas, mais c'est le mode économique de la propre ferme qui est comme ça. Donc c'est très compliqué au début de se dire bah, qu'on paye tous les mois et qu'en fait on doit prendre son temps et qu'on devrait finalement non pas trader les PA comme les évals, mais les évals comme les PA, comme les comptes financiers. Évidemment, c'est beaucoup plus compliqué puisque le compteur tourne et qu'on paye, qu'on paye, qu'on paye. Donc c'est la structure telle qu'elle est faite de ces évaluations qui nous pousse à ça. Donc là, il y a un faux message, un message contradictoire entre la gratification d'avoir réussi et en même temps le fait de ne pas avoir forcément passé les évaluations correctement. Je ne dis pas que c'est tout le temps passé comme ça. Il y a beaucoup de traders qui ont une méthode qui fonctionne et qui fonctionne bien et qui appliquent et qui fonctionnent aussi en PA. Mais je remarque qu'il y a un délai assez important entre le moment où on a son premier compte financé et le moment où on le trade. Enfin, où on en tire des gains, j'ai envie de dire. C'est complètement différent. Pour les validations suivantes, en général, si l'opération a fonctionné de la mauvaise façon, si je puis dire, on va répéter cette opération avec plus ou moins de succès, et ce qui n'aidera pas à donner des bonnes habitudes aux traders. Même si on peut valider plein d'évaluations de manière différente. Alors, pour ce qui est, alors là je voudrais, là je vais passer au compte financé. On va passer au PA. Les PA, quand et comment les trader, les règles, les incohérences les règles, les incohérences des propres fermes, je les ai déjà dites, je l'ai déjà parlé dans celui d'avant. C'est quand c'est quand votre setup et quand vous respectez vos règles et quand vous avez des gains réguliers que vous pouvez commencer à trader vos comptes financés pour pouvoir avoir un revenu. Commencer à en tirer un peu des payouts. Là aussi, il y a des effets psychologiques très importants. Le PA, avant même de le trader, il est déjà chargé émotionnellement. Pourquoi? Parce que d'abord, ça fait peut-être 1 an ou 2 ans, je ne sais pas, que vous avez tradé sans réussite pour avoir ces comptes financés et que quand vous les avez, c'est 2 ans de boulot ou 1 an de boulot ou 6 mois de boulot ou peu importe, ça dépend. En général, c'est plutôt assez long. Et vous avez, pour en arriver là, dépensé beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Moins pour certains, mais beaucoup aussi. Donc ça pèse. Paradoxalement, et c'est là où il faut être une machine, il n'y a pas de raison de charger ces comptes psychologiquement d'un tel poids. Parce que finalement, c'est ce qui va vous empêcher d'avancer. Mais il n'en reste que c'est quand même en arrière-plan. Et que c'est beaucoup de travail, beaucoup de patience, beaucoup de frustration et beaucoup de progression pour en arriver là. Alors, j'ai envie de dire, si le premier PA ou la première évaluation est un passage, j'ai envie de vous dire, et je ne l'ai pas marqué, mais j'aurais dû le mettre, je m'en aperçois maintenant, avant de parler du premier payout, j'aurais dû commencer à parler du premier payout qu'on va cramer. Parce que ça aussi, c'est une étape. En général, ça commence plutôt par là que par prendre des gains. Ça dépend de la façon dont vous avez évolué dans votre trading. Et là, encore une fois, je ne fais pas de généralité sur l'ensemble des traders, mais sur les traders que j'ai accompagnés et sur le moment dans lequel ils ont commencé à trader leur compte financier. Trader un compte financier, ça ne coûte rien, si ce n'est qu'une fois qu'on a payé les data, en général, que trader un compte d'évaluation, ça coûte et ça ne rapporte pas. Ça rapporte un compte financier, si on y arrive. Donc, il y a cette volonté de pouvoir à la fois gagner de l'argent et de ne pas en dépenser. Donc, il y a un double mouvement. Les évals, ça coûte. Les PA, c'est censé rapporter de l'argent. Et on ne veut à tout prix, on ne veut absolument pas les perdre. On ne veut absolument pas les cramer parce que ça représente beaucoup, comme j'ai dit, beaucoup de temps et beaucoup de travail. Je vais vous lire
à ce sujet un petit passage que j'ai trouvé en toute transparence dans le salon Bad Move, qui est une mine inépuisable de situations de mouvements compliqués et de difficultés et de mouvements émotionnels. Je le citerai puisqu'il est dans le salon, il se reconnaîtra s'il est là, un maître Jedi, Yoda 25, qui disait: ça ne prévient pas, ça m'est arrivé après 12 daily wins consécutifs. À un trait de valider l'évaluation, j'ai anéanti un mois de taf dans les règles de l'art en quelques minutes. C'est limite choquant. La minute d'après, tu te dis: mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je trouve ce témoignage très parlant. Alors, il parle d'évaluation, mais ça fonctionne aussi avec les payouts. Il y en a un autre que je vous lirai après, sur les payouts, qui traduit tout à fait les mouvements psychiques tels qu'on peut les rencontrer dans le poids psychologique que représentent ou les évals ou les comptes financiers. C'est-à-dire que lorsqu'on est, on est arrivé à avoir de la réussite, quand on est arrivé à obtenir un mode de fonctionnement et une technique qui fonctionne, il est toujours difficile de pouvoir encaisser des pertes. Et ça, c'est souvent dû à un manque d'expérience. C'est-à-dire que lorsqu'on a trop de succès, les échecs sont parfois beaucoup plus durs à supporter. Sauf les traders qui sont un peu plus aguerris, qui savent que les mauvaises séries, ils accueillent les mauvaises séries avec aussi bien que les bonnes séries, c'est-à-dire avec méfiance. Une bonne série ne présage pas forcément d'une continuité ou un passage en disant: ça y est, j'ai réussi, ça y est, je suis un bon trader, ça y est, je vais faire des payouts à répétition. Tout comme une succession de trades négatifs n'est pas non plus l'annonce qu'un setup ne fonctionne pas, si il a été correctement backtesté. Je le répète, attention avec ça. Donc, il y a le poids psychologique de l'évaluation, il y a le poids psychologique qui pèse de l'évaluation qui pèse dans les trades qui sont des payouts. Quand on trade les payouts, il y a ce poids qui arrive et qui est là. Alors, les premiers payouts, l'aspect psychologique des premiers payouts. Alors ça, c'est intéressant parce que c'est une étape que je trouve qu'elle est accueillie un petit peu comme la première évaluation que l'on a réussi. Elle est synonyme de cette fois, ça y est, on en touche un peu, on commence à se dire ça y est, ça fonctionne. C'est la première fois que ça fonctionne. C'est-à-dire qu'on commence à avoir de l'argent qui arrive sur son compte. Et donc, c'est une sorte d'aboutissement, j'ai envie de dire. C'est une étape importante à franchir, même si, pour certains traders, ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas. Pas n'y croient pas, en bon français. Ils n'y croient pas. Ils n'y croient pas, c'est-à-dire qu'ils continuent de douter. Ils se disent: ah, mais est-ce que ça va durer? Est-ce que je vais continuer à avoir des payouts? Comme si, toutes les fois où tous les échecs qui avaient été faits avant pèsent tellement lourd dans la balance que presque c'est un mirage. Ah si jamais j'ai gagné de l'argent, ça va peut-être pas durer. Et comme par hasard, qu'est-ce qui se passe dans ce genre de cas? Eh bien, en général, il faut être sûr qu'il y a un payout qui se crame dans la foulée derrière. Pourquoi? Parce que l'esprit est ainsi fait de certaines personnes de s'accrocher à tout ce qui est négatif. Je ne dis pas que ce n'est pas un trait de caractère, je dis que en fait, l'angoisse et la crainte, la peur, figent des marqueurs auxquels on s'accroche lorsqu'on trade. Donc si vous êtes en train de vous dire: aïe aïe aïe, j'ai réussi, ouais c'est super, j'ai gagné, j'ai refait mon... mais au fond de vous-même, vous êtes partagé et divisé, c'est qu'au fond de vous-même,
il y a quelque chose qui vous dit, alors là c'est une interprétation, mais je le dis parce que je l'ai entendu, que peut-être vous ne le méritez pas. Ce qui est tout à fait absurde, hein, mais comment, comment se dire qu'on est devenu trader? Comment se dire qu'enfin, après tous ces mois, tous ces moments, ça y est, on commence à gagner de l'argent? Bah, c'est pas aussi simple et pour certains, c'est même plutôt difficile et ils ont encore, des inquiétudes et très souvent, il peut arriver que, ils alternent les payouts avec les comptes financiers, qui sont cramés. J'observe parfois ce mouvement-là, jusqu'à ce que ça se pérennise. Donc l'aspect psychologique, il est tellement fort que pour équilibrer, eh bien, on peut, sans s'en rendre compte, parce que bien sûr c'est pas conscient, arriver à avoir un trading contre-productif qui va amener, comme s'il y avait une balance, on a gagné d'un côté, on perd de l'autre, on remet tout à zéro. On a aussi l'effet inverse. C'est-à-dire qu'on peut croire qu'avec ce premier payout, ça y est, c'est bon, cette fois maintenant ça marche. Et maintenant, maintenant ça va s'enchaîner et maintenant ça va fonctionner à chaque fois. Là, je cite Nabil, qui a eu le courage de dire, moi je trouve ça super, tous ceux qui sont dans le salon Bad Move, là, qui partagent leur moment, je trouve que c'est vraiment bien, parce que je pense que ça parlera à tout le monde. Il disait, moi j'ai enchaîné presque 2 mois sans perte, et d'un coup, tout s'est écroulé. Ce que je pensais comme acquis, et que je pensais être rentable au final, ne l'était pas, et ne me convient pas du tout. Je suis passé à deux fois à côté de payout sympa, et j'ai tout cramé. Vous voyez à quel point, d'abord, on peut penser que c'est bon. Quand on pense que c'est bon et que c'est acquis, bah là déjà vous êtes aveugle, vous n'êtes plus vigilant. De la même façon, lorsque vous êtes dans l'angoisse que quelque chose ne va pas fonctionner, eh ben c'est probablement ce que vous allez faire. Donc il est passé, Nabil, j'espère qu'il a corrigé le tir depuis, il est passé 2 fois à côté de période sympa, il a tout cramé. Donc il a failli y arriver, et ben non, ça ne fonctionne pas. Donc ça marche dans les deux sens. Qu'est-ce que je peux vous rajouter? Rembourser son investissement. Ça, c'est aussi un sujet important. Rembourser son investissement, il y a pour beaucoup de traders qui commencent à être dans les PA, qui commencent à gagner, un objectif de se dire, moi, je considérerais que je suis un bon trader. Alors, je caricature un peu parce que c'est pas exactement ce qu'ils me disent, mais c'est ce que ça veut dire. Lorsque je me serais remboursé tout ce que j'ai payé dans le trading, les évaluations. À mon avis, c'est un énorme piège. C'est un énorme piège d'abord parce que ça vous met un poids énorme sur les épaules. Ça vous mandatez, et ça vous donne un objectif qui n'en est pas un. En fait, quand vous gagnez de l'argent, bah, vous gagnez de l'argent en fait. Il ne s'agit pas de savoir, de faire la comptabilité. Alors c'est bien de savoir au moment où vous êtes. Et encore, je ne suis même pas sûr que ce soit bien de faire la comptabilité de savoir si vous êtes remboursé ou pas. Prenons un autre exemple. Si vous êtes, aux États-Unis, les formations de médecins, ça se paye. Ça coûte à peu près entre 50 et 100 000 $ pour être médecin. Enfin, au Canada, en tout cas. Pensez-vous qu'un médecin est un bon médecin quand il a fini de rembourser son emprunt pour payer ses études de médecine? Ben non. Alors vous me direz, oui, mais le médecin, lui, son boulot, c'est pas de faire de l'argent, c'est de soigner. Ouais. Mais la valeur de ce qu'il fait n'a pas moins. Enfin, la valeur de son travail, de ce qu'il gagne, l'argent qu'il gagne par son travail n'a pas moins de valeur que celui qu'il aura une fois qu'il aura remboursé son emprunt. Vous investissez dans une formation, vous vous formez. Les évaluations, alors oui, ça nourrit les propres fermes, j'entends, mais ils doivent bien aussi ils font leur business aussi, c'est normal. Quand il est fait de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, c'est super, c'est pas toujours le cas. Mais c'est un investissement. Vous investissez sur vous-même. Alors, essayez autant que possible de ne pas vous dire je commence à gagner, je dis n'importe quoi, j'ai mis 5 000, 10 000 € ou 1 000 €, j'en sais rien, peu importe.
voilà, je commencerai à me dire que j'ai gagné de l'argent une fois que j'aurai remboursé ça. Non, quand vous gagnez de l'argent, vous l'utilisez, enfin, il est là, il est présent et vous en faites quelque chose. L'argent que vous avez dépensé auparavant, c'est pour vous former et la formation, quelle qu'elle soit, eh bien, ça se paye, ça se coûte, enfin, ça coûte, c'est normal. Donc, ne vous mettez pas une pression supplémentaire en essayant de vous mettre faux objectif. Ça ne sert à rien et ça va ne faire que vous rendre vos trades plus difficiles. Maintenant, les payouts réguliers. Vivre de son trading. Alors ça, c'est encore une autre histoire. Vivre de son trading, dans l'esprit de certains, c'est avoir un revenu régulier. Alors, si vous regardez un petit peu les traders, les grands traders, vous verrez que leurs revenus ne sont pas réguliers. Ils gagnent, ils perdent, ils gagnent peu, ils gagnent beaucoup, ils perdent peu, ils perdent beaucoup. Donc, il n'y a pas de sérénité. Alors, certains ont peut-être des payouts réguliers parce qu'ils ont une méthode qui leur permet, mais c'est quand même pas la très grande majorité des traders qui gagnent de l'argent. Donc, les payouts réguliers, vivre de son trading, c'est tout à fait possible, il y en a qui y arrivent. Pour autant, c'est pas la voie de la sérénité et de la tranquillité. Si vous voulez la tranquillité, il faut être dans le si vous voulez avoir une pérennité, en tout cas une tranquillité d'esprit, c'est le salariat. Là, vous avez un salaire qui tombe tous les mois. Sinon, quand on est entrepreneur, et encore plus quand on est trader, c'est l'inverse. Avec cette notion particulière que dans le trading, vous pouvez perdre ce que vous avez. Mais vous me direz, dans une entreprise aussi, investir dans sa propre entreprise, c'est un pari sur soi-même. C'est pas forcément évident de pouvoir assumer cette vie avec des revenus comme ça qui sont pas toujours réguliers et qui sont variables, sauf bien sûr quand on est dans des proportions de revenus qui sont de payout qui sont très fortes. En général, ces traders-là trade en général en compte propre, ils sont plus en propre firme ou alors, en tout cas, ils y restent pas longtemps d'après ce que j'ai compris. Mais ça, c'est vous qui me direz ce qu'il en est. Je ne suis pas de spécialité là-dessus. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions qui ont été amenées ou pas du tout sur ce que je viens de dire? Non. Non. Non, Pas de questions. c'est clair, les gens sont connectés, les gens écoutent attentivement et Ok. il y a eu des petites remarques, mais tu sais, c'est genre dans ce que tu disais, donc les gens, mais c'est pas des questions si tu veux. D'accord. Ok. Donc non, il n'y a pas de questions particulières. Ok. C'est parfait. Ok. Vous n'hésitez pas à en poser. Soyez sans crainte. Quoi que vous disiez, je n'irai pas dire que vous avez peur de vos pertes parce que vous avez été traumatisé par votre mère qui a voulu, Ouais. qui vous a fait du mal et que la Ouais. peur de vos pertes n'est pas que votre mère vous a castré. Vous avez peur de perdre votre pénis quand vous perdez vos biens. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous psychanalyser. D'ailleurs, les psychanalystes ne psychanalysent pas, j'en profite pour le dire. Ce sont les gens qui sont sur le divan qui s'analysent eux-mêmes. Ouais. Vous me direz à quoi sert le psychanalyste? Justement, à ce que ça puisse arriver. Eh bien, on va essayer de passer maintenant à l'addiction. Alors, l'addiction au trading. Un des moyens que j'ai trouvé de parler de l'addiction au trading, qui a été amené par Raphaël dans un entretien très riche que j'ai trouvé très intéressant, était de faire le comparatif avec le poker. D'ailleurs, je crois qu'il y a beaucoup de traders qui jouent, si je ne dis pas de bêtises. Et l'une des similitudes les plus marquantes entre le poker et le trading, c'est que vous jouez avec votre argent. Enfin, vous jouez votre argent. Alors, vous ne jouez pas avec votre argent, ça c'est au poker. Mais si je parlais de poker professionnel, des professionnels du poker, c'est un petit peu la même façon de gérer que ne le font les traders. Sauf que c'est différent dans, on va dire, dans la forme. Alors oui, il y a de l'addiction au jeu, et l'addiction au poker est une addiction très connue. Il y a
des points très importants qui sont liés à l'un comme à l'autre. Le premier point important, c'est la recherche de sensations fortes. Les joueurs de poker ils recherchent souvent de l'excitation, de la prise de risque, notamment lors des mises importantes ou des bluffs. Ça, et en trading, les traders, en particulier ceux qui s'engagent dans les transactions à court terme ou à haut risque, éprouvent aussi des poussées d'adrénaline similaires lorsqu'ils prennent des décisions rapides sous pression. Alors là, vous avez bien vu que quand je dis cela, bien sûr, en principe, on n'est pas censé prendre des décisions rapides sous pression, oui. Sous adrénaline, oui. Je parle de transactions à court terme ou à haut risque. Attention, bien sûr, le risque est normalement calculé. Mais comme on l'a dit depuis le début, il est calculé, mais en fait, il est souvent recherché, ce risque. Ça, je viens y venir après dans la question de l'addiction. Donc ça, c'est la recherche de sensations fortes. On a beau dire ce qu'on veut. Beaucoup disent, ils adorent le trading. Ils adorent ça. Mais le trading, quand on est censé trader comme une machine, on n'est pas censé avoir des sensations fortes. On est censé respecter un plan, une règle. J'ai presque envie de vous dire, le trading, ça devrait être ennuyeux. S'il n'y a plus d'émotion. On se dit, il faut trader comme une machine. Si vous tradez comme une machine, il n'y a plus d'émotion. Dans ce cas-là, vous n'aurez plus ce plaisir. Donc, la recherche de sensations fortes, c'est quand le trader trade pour trader et trade pas pour gagner. C'est comme le joueur de poker qui va, ça parlera aux joueurs s'il y en a qui m'écoutent, qui vont jouer toutes leurs mains, quelle que soit leur position sur la table, quel que soit leur stack, quel que soit l'argent qu'ils ont récupéré. Sans absolument faire de distinction juste parce qu'ils veulent jouer. Et les traders parce qu'ils veulent trader. Oh là je vais rentrer, ça fait 3 heures qu'ils sont sur les écrans, ils trouvent pas de conditions pour leur trade. Pareil pour les joueurs de poker, ils ont 7-2, ils ont que des mains mauvaises. Et au bout d'un moment, hop, ils craquent, ils sont hors de position et ils envoient des bluffs avec des mains, des mauvaises mains au mauvais endroit. Donc c'est la recherche de sensations fortes qui souvent vient, qui parfois vient stimuler et vient aider les traders, vient pousser les traders à sortir de leur cadre. Parce que rester dans un cadre, pardonnez-moi l'expression, c'est chiant, mais c'est quand même nécessaire si on veut gagner de l'argent. La deuxième chose, c'est le renforcement intermittent. Alors c'est quoi ? Au poker, les gains sont rares et imprévisibles. Donc comme ils sont imprévisibles et qu'ils ne reviennent pas à échéance régulière, eh bien, ils créent un modèle de renforcement intermittent qui encourage à jouer. Ça veut dire quoi ? Eh bien, si je reviens à ce qu'avait dit Nabil, à Maître Yoda qui a fait 12 daily wins consécutifs, bravo, Maître Yoda, eh bien, il était dans un renforcement intermittent positif. Et donc, ça se renforçait, et ça se renforçait, et ça se répétait. Et quand est arrivé un mouvement contraire, eh bien, c'est venu comme ça casser cette chaîne de renforcement positif, et ça a amené des passages à l'acte. Quand j'appelle les passages à l'acte, c'est le franchissement des règles. Donc en trading, les bénéfices en trading sont souvent aléatoires et imprévisibles, ce qui peut donc pousser le trader à poursuivre des trades, à mettre en jeu des trades dans l'espoir de gain. C'est typiquement lorsque on n'arrive pas à fermer, quand rien ne fonctionne. Parfois, on n'a même pas fait de trade, mais les conditions du marché ne correspondent pas à notre setup. Eh bien, celui qui est capable de ne pas céder au renforcement intermittent, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va couper son ordi. Il n'a pas du tout tradé. Il a dit, le marché n'est pas bon, je n'ai rien, j'en ai marre, ça fait 3 heures que j'attends. Plutôt que de se dire, j'ai fait 5 journées super, vertes, il me faut une autre journée verte, parce qu'il faut que ce renforcement intermittent continue. Celui qui arrive à ne pas céder à cela, eh bien, on va fermer l'écran. En addiction, le renforcement intermittent, c'est un mécanisme clé qui développe l'addiction.
c'est-à-dire la répétition ponctuelle, mais répétitive, de l'engagement. De l'engagement du trader, de l'engagement du joueur de. Alors, le troisième point important, c'est la perte de contrôle. Un joueur compulsif, comme je l'ai dit, il est capable de jouer sans s'arrêter. Je vous livre petite histoire perso, je peux me le permettre puisque je ne suis pas assis dans mon cabinet. J'avais l'habitude de faire un tournoi de poker le dimanche matin il y a fort longtemps, et le dimanche matin dans un cercle de jeu. Eh bien, très souvent, le dimanche matin, il y avait 2-3 joueurs, donc je pouvais facilement repérer, plutôt bien habillés pour un dimanche matin, mais mal rasés, les cheveux en bataille, des poches sous les yeux, avec la cravate ou le nœud papillon desserré, et un peu débraillés. Vous pouvez être sûr que ceux-là, ils ont passé la nuit sur des tables où ils ont perdu leur salaire du mois et qu'ils sont restés là pour essayer de se refaire. C'est-à-dire qu'ils ont passé la nuit. En trading, ça fonctionne aussi. Donc les joueurs de poker, les traders peuvent avoir du mal à quitter le marché, même face à des pertes continues, espérant toujours un retournement de situation. La perte de contrôle, c'est un signe classique du comportement addictif. C'est-à-dire que l'individu persiste malgré les conséquences négatives. Ça, c'est typique. La troisième ou la quatrième, c'est préoccupation excessive. Attendez, que je ne dise pas de bêtises. La préoccupation excessive, ça, je le vois assez souvent. Enfin, je l'ai vu et entendu assez souvent. C'est les traders qui tradent 10 heures par jour. Et quand ils ne tradent pas 10 heures par jour, ils sont, le temps restant, en train de backtester d'autres setups. Ils sont en train de chercher des nouveaux outils relatifs au trading. Au poker, les joueurs peuvent devenir obsédés par la préparation des parties, par la révision des mains, par les stratégies. Il y a beaucoup de statistiques en poker, en tout cas quand on le joue correctement, et souvent au détriment des autres activités. Donc, les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils passent trop de temps à surveiller les marchés, à analyser les graphiques, à chercher de nouvelles opportunités. Et ça, c'est au détriment de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire que la place que prend le trading, ça devient central. Ça devient une place centrale. Et ça, c'est typique des addictions. Je vous donne un petit tip qui n'en est peut-être pas un, mais c'est celui que je donne moi souvent. Si vous voulez savoir si vous êtes addict au trading, c'est très facile. Est-ce que vous tradez parce que vous en avez envie ou parce que vous en avez besoin? Eh bien, si la réponse est parce que vous en avez besoin, eh bien à ce moment-là, c'est que vous êtes dans une forme d'addiction. Alors peut-être beaucoup de personnes en m'entendant vont se dire: «Mais mince, je suis dans l'addiction». Alors pas de panique. C'est pas pour autant que vous devez aller dans un service d'addicto. Pour autant, c'est important de l'avoir en tête. Ça peut faire partie des choses dans les règles auxquelles vous astreignez, dans votre checklist de règles, de vous poser cette question. Est-ce que je trade parce que j'ai envie de trader ou est-ce que je trade parce que j'ai besoin? Il faut que je trade. Et quand je dis il faut que je trade, je ne parle pas de il faut que je trade parce que j'ai un emprunt de 50 000 euros, que je suis et que j'ai plus de boulot et qu'il faut que je paye et je mange à la fin du mois. Je ne parle pas de ça. Je vous parle de simplement j'ai besoin de trader. Trader pour trader. On va voir pourquoi. Il y a autre chose derrière. Donc ça, c'est une question importante, la préoccupation excessive quand le trading prend trop de place dans votre vie. La tolérance. La tolérance, alors ça peut paraître bizarre, on va dire, mais c'est quoi la tolérance? La tolérance, c'est quelque chose d'extrêmement. Alors c'est mal nommé. Je l'ai nommé tolérance, mais j'aurais pu dire. Non. La tolérance, pourquoi? Eh bien, je vais prendre un autre exemple. Prenons les addictions aux drogues. Eh bien, dans les drogues, il est très connu que plus vous prenez des substances, plus votre organisme s'y habitue et moins l'effet est fort. Donc, ça, c'est un phénomène très connu. Donc,
le fait pour les joueurs de poker, pardon, eh bien, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsque, et vous allez comprendre pourquoi avec le trading, qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils commencent à jouer, ils jouent pas mal, et qu'ils ont plus un peu ce sentiment, cette excitation, parce que c'est de l'excitation qui devient, eh ben, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils font des parties plus élevées, ils font des tournois avec des buy-in plus élevés, ils vont à des tables où il faut mettre plus d'argent pour pouvoir à nouveau ressentir cette même excitation. Bah, les traders, qu'est-ce qu'ils font eux? Bah, c'est simple, ils augmentent la taille de leur position. Ils augmentent le niveau de risque, taille de position, pour retrouver une forme de stimulation. Parfois même, certains traders qui ont des payouts réguliers, qui commencent à avoir des payouts, mais dont la rythmicité, presque le train-train, j'ai envie de dire, des gains, c'est-à-dire des petits gains comme ça, au bout d'un moment, bon, bah, oui, j'ai des payouts, enfin, oui, j'ai des gains, oui, je vais faire mon payout, mais j'aimerais bien que ça aille un peu plus vite, et puis c'est surtout, pas simplement pour aller plus vite, c'est surtout pour retrouver une forme d'excitation. Donc là, on sort des règles, on commence à charger, et on sait tous comment ça finit. Donc c'est la nécessité d'augmenter la dose, si vous voulez, ou la fréquence, pour obtenir le même effet qu'au début. L'isolement social. L'isolement social, c'est lié à la préoccupation excessive au numéro 4. Je vous parlais de ces joueurs de poker qui je retrouvais le dimanche matin, au tournoi du dimanche matin, qui était un tout petit tournoi. Ceux-là, au-delà du fait que pour certains, ils y laissaient leur salaire du mois, ils y laissaient aussi leur vie de famille. Je vous engage à réécouter le courageux témoignage c'est Raphaël, hein, si je ne dis pas de bêtises, corrige-moi, ouais, de ce que peut provoquer une addiction, pas une addiction, mais un surinvestissement et une obsessionnalité autour d'une activité quelle qu'elle soit, que ce soit le poker ou que ce soit le trading. Ben, les joueurs de poker, qu'est-ce qu'ils font? Ils négligent leur vie sociale de leurs proches. Pourquoi? Pour jouer, pour trader. Alors maintenant qu'il y a surtout avec le poker en ligne, ça a énormément augmenté. Je ne vous parle pas de la période Covid pendant laquelle les sites de poker en ligne ont explosé au détriment de leur vie de famille alors qu'en fait les gens étaient avec leur famille. Et le trading, c'est sur un écran. Donc les traders intensifs peuvent également se retirer socialement, passent des heures isolées à surveiller les positions, comme je l'ai dit, surveiller les marchés ou planifier les stratégies. Donc l'isolement, c'est un symptôme classique d'une addiction, d'un comportement compulsif. En 7, j'ai mis l'escalade des comportements à risque. Alors, ça va un petit peu à ce que j'ai dit tout à l'heure c'est un peu la conséquence de la tolérance. Les joueurs de poker, ils prennent des risques croissants, soit en bluffant plus, soit en jouant des mains plus faibles, soit en espérant des gains importants. Les traders, qu'est-ce qu'ils font? Ils augmentent leur niveau de risque. Pareil, position plus grande, ou spéculent sur des marchés plus volatiles. Le 8, la culpabilité, la honte. La honte, parfois même le désarroi. Je le dis parce que je l'ai observé chez certaines personnes, dans laquelle ils se sentent ils ont tellement honte d'eux-mêmes parce qu'ils ne se reconnaissent pas. Souvenez-vous ce qu'a dit, je ne sais plus si c'est Nabil ou Maître ou Yoda, je vais essayer de revenir. Voilà. J'ai anéanti 1 mois de taf dans les règles de l'art en quelques minutes. C'est limite choquant. La minute d'après, tu te dis, mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je trouve ça très parlant dans la perte de contrôle, le petit 3, et surtout de ce que ça peut après induire. C'est-à-dire qu'après, au moment où c'est terminé, eh bien, il y a une forme de honte d'avoir cédé à soi-même. Alors, il n'y a pas de honte à avoir, mais néanmoins, c'est un sentiment qu'on retrouve souvent. Après des pertes importantes au poker ou un comportement irresponsable, il y a des joueurs qui peuvent se sentir dans la culpabilité, la honte, et surtout dans la honte et l'incapacité, l'incapacité de s'arrêter. Les traders, eux, ils ont souvent des remords. Ah oui, j'aurais dû, j'ai dépassé mon daily loss, j'aurais pas dû, je le savais, je le sais pourtant. Enfin, on voit quand même on a quand même créé des outils en trading pour nous empêcher de trader. C'est quand même parlant. C'est quand même incroyable. On délègue à des machines le pouvoir de nous arrêter. Ce qui est, quand on y réfléchit, c'est quand même
intéressant. Donc, les traders et quoi? Changement, je vais accélérer un peu parce qu'après on n'aura plus de temps. Changement d'humeur et fluctuations émotionnelles. Alors, avec les frustrations, avec les pertes, les échecs, ça crée au poker comme au trading des variations émotionnelles qui ont des répercussions sur la vie familiale, sur les autres, et une incapacité, ça je ne l'ai pas marqué, mais une incapacité à investir d'autres choses. C'est-à-dire que, on dit, va promener ton chien pour t'aérer la tête. Combien de personnes m'ont dit, ah oui, mais moi je vais faire du sport, mais pendant que je suis à la salle et que je soulève des poids, je pense à mon setup. Non, en fait. Si c'est ça, vous n'êtes pas à la salle, vous êtes devant votre écran. L'impact sur la santé mentale, ça rejoint un petit peu tout ce qu'on a dit. Le stress qui est lié aux pertes financières, la pression de performer, ça peut avoir un impact très fort sur la santé mentale. Ça peut entraîner des stress chroniques, de l'anxiété, et voire même de la dépression chez certaines personnes, surtout avec la pression, et surtout les risques financiers que ça implique. Je finirai là-dessus en parlant un petit peu, revenant un peu sur ce que disait Raphaël, qui parlait du côté noir du trading. Alors, je crois qu'il n'y a pas de côté noir du trading. Je pense qu'il y a un côté noir de l'être humain, mais pas de côté noir du trading. Le trading, c'est une praxis. C'est une façon de faire, c'est un outil, c'est une technique. L'être humain, lui, il a un côté noir, mais pas noir au sens impérial. C'est pas le côté obscur de la force. C'est le côté noir, c'est le côté plutôt sombre, là où on ne veut pas regarder. Et c'est ça, ce côté noir. Et ce côté noir, il provoque, si on dit côté noir, on est dans quelque chose de l'être humain, on est dans quelque chose de la culpabilité. Et c'est une mauvaise façon parce qu'on va se juger. C'est pas nécessaire d'être dans la culpabilité parce qu'en fait, on est drivé par des peurs, on est drivé par des désirs et on est drivé, je vais finir là-dessus, surtout par un terme terrible qui vend du rêve et qui est à mon avis, une illusion totale. C'est le terme de liberté financière. Je reprends les paroles de Raphaël, puisqu'il les a dites. Je vivais pour le trading, j'avais pourtant tout pour être heureux, une femme, un boulot où je n'avais pas besoin du trading. À cause du trading, j'ai perdu tout ça. Voilà, ça rend ça vous. Et pourquoi ? Pour être libre financièrement. Je sais que Raphaël, pour avoir écouté son témoignage jusqu'au bout, que je trouve très courageux, a pris conscience de tout ça. Et si on y réfléchit bien, dans toute cette escalade du trading, il a perdu encore. Lui, il a perdu d'autres choses. Donc il y a encore la perte qui se rejoue autrement. La perte d'un cercle familial, la perte d'une vie, la perte de la vie qu'on avait avant, du changement. Donc ça peut vous amener jusque-là. C'est chouette qu'il ait pu, c'est bien qu'il ait pu témoigner de ça, parce que ça peut aussi vous dire que ça peut arriver à tout le monde. Et pourquoi ? Parce que on veut la liberté financière, on veut être libre. Et en fait, ce qui m'embête dans ce mot liberté financière, c'est liberté. On n'est jamais libre, on est libre de faire ce qu'on veut, mais quand on doit trader, il y a des règles, donc on n'est pas libre. Quand on doit... alors libre de vivre sa vie comme on veut, quand on gagne très bien sa vie, oui, liberté financière, mais il y a un faux message. Un faux message que on va enfin pouvoir se poser. Ça y est, enfin ma vie elle va être différente parce que je vais gagner bien ma vie. Et pour les personnes qui ont une vie et un démarrage difficile dans la vie, c'est un mirage encore plus fort. Et j'en veux beaucoup à tous ces dealers d'opium qui promettent monts et merveilles, qui profitent en fait de la faiblesse de ces gens qui ont eu souvent une histoire difficile et qui leur font croire ça y est, ça va être facile, ils vont y arriver, il suffit de faire ces formations, il suffit de boire de la valériane pour faire baisser son taux de dopamine. Non, c'est pas vrai. Donc, la liberté financière, c'est possible. Vivre bien de son trading, c'est possible. Mais vous ne serez pas libre. Vous serez juste dans l'aisance financière, à condition que vous respectiez vos règles. Et pour ça, ça passe par une introspection personnelle de comprendre pourquoi vous ne les respectez pas.